J'espère que tout le monde a bien mangé. Donc, on démarre cet après-midi. Alors, voilà, ce matin, on a parcouru un bout de chemin sur cette notion de collectif, de transversalité. On s'est inspiré de nos histoires personnelles, professionnelles pour la plupart, de ce qu'on a pu réaliser en s'appuyant sur un collectif. Là, les fois où le collectif et la transversalité, ça a bien marché. Là, la proposition de ce petit détour qu'on fait, et on remercie nos invités qui sont là et qui vont se présenter tout à l'heure, je vais pas dévoiler tout pour l'instant. On va faire un détour sur l'univers du sport, un univers qui peut-être va nous inspirer sur ce thème du collectif et de la transversalité. On va rentrer dans le sujet tout de suite. Alors vous verrez que le format, on va démarrer simplement en faisant connaissance le plus rapidement possible, et ensuite on va vous faire participer à cette rencontre. Vous verrez comment, je divulgue pas la suite. Donc j'ai envie de te donner la parole, Lilian, parce que je crois que tu as été l'entremetteur de cette rencontre. On a avec nous, je crois, 2 athlètes de très haut niveau. Avec un palmarès qui est assez impressionnant. Déjà, comment tu les as rencontrés et pourquoi tu leur as proposé de nous rejoindre aujourd'hui sur ce thème, le thème de la journée en fait. Qu'est-ce qui t'a inspiré, toi, pour cette rencontre? Alors du coup, bonjour à tous. Alors moi, je me présente, je m'appelle Lilian Girondeau et je travaille avec les sportifs de haut niveau, donc ça fait 7 ans que je travaille au contact de 2 sportifs. Tout simplement, pourquoi Kevin et Mona? Parce que c'est 2 personnes qui représentent l'humilité. C'est des gens hyper modestes, mais qui font des prouesses juste incroyables. Là, vous avez en face de vous un ancien athlète de haut niveau, il se présentera tout à l'heure, et une des meilleures mondiales, une des meilleures athlètes mondiales qui vient de faire les Jeux et qui a participé à sa 2e Paralympiade. En fait, le choix il était rapide. Je voulais des athlètes qui puissent témoigner leur parcours, pourquoi ils en sont là aujourd'hui. Donc, c'est-à-dire que derrière chaque sportif, il y a un humain, et il ne faut pas oublier que derrière ce qu'on voit à la télé, notamment aux Jeux, etc., il y a aussi toutes les complications quotidiennes que peuvent rencontrer les sportifs, anticiper la reconversion et puis préparer l'après-carrière. Et donc, il ne faut pas hésiter, ils ne vont pas forcément se mettre en avant sur leur palmarès, mais il y a juste des résultats incroyables. Il ne faudra pas hésiter à leur demander, parce qu'ils ne vont pas forcément le dire d'eux-mêmes. Mais on ne devient pas champion de France par hasard, on ne devient pas champion d'Europe par hasard, ou podium à la Coupe du Monde ou autre, donc j'en passe, mais voilà, je vous laisse juste profiter de leur parcours et de leur témoignage. On va se retourner vers eux, du coup. Mona, comment tu te présenterais en quelques mots? Bonjour à tous. Donc, je me présente comme aujourd'hui, là devant vous, comme une paratriathlète sportive de haut niveau. Je suis licenciée au club de Saint-Nazaire. Voilà, une petite présentation courte. Ce que tu veux nous dire sur toi? Non, t'inquiète pas, on a 2 questions pour toi sur la suite. J'ai bientôt 34 ans, je sais pas. Et toi, Kevin? Bonjour à tous. Kevin Luron, du coup, moi pour ma part, je suis un ancien sportif de haut niveau. J'avais pris ma retraite sportive il y a 3 ans maintenant. J'ai été pendant plus de 10 ans en équipe de France. Et puis maintenant, je suis aussi de l'autre côté, puisque je suis chef d'entreprise et j'ai 2 magasins d'optique. Je suis opticien. Voilà. Je crois que tous les deux, vous avez un sport quand même qui mérite un petit peu d'explication. Qu'est-ce qu'on doit savoir, nous en vous rencontrant là? Qu'est-ce qu'on a besoin de savoir sur votre sport? Dire un mot sur votre discipline. Alors, je pratique du paratriathlon en fauteuil, c'est-à-dire que j'enchaîne 3 disciplines. On commence par la natation. S'ensuit ensuite la partie cyclisme que je pratique donc sur un handbike, un vélo où je suis allongée et je pratique avec donc les bras, c'est les 2 bras en même temps qui pédalent. Et pour la partie course à pied, la dernière épreuve du triathlon, je pratique ça sur un fauteuil d'athlétisme. Donc on en voit surtout sur des épreuves, donc sur des pistes d'athlétisme ou alors les marathons. Il y a 2 roues un peu inclinées à l'arrière, une longue poutre, une petite roue avant. Donc voilà, pour le paratriathlon, la catégorie dans laquelle je cours, c'est des distances sprint. Pour ceux à qui ça ne parle pas, il y a en gros 750 mètres de natation, 20 km de vélo et 5 en fauteuil de course.
L'objectif, c'est de boucler tout le triathlon, les 3 disciplines, donc avec les transitions, le plus vite possible. Le chrono démarre au début de la natation et il se termine une fois que je franchis la ligne d'arrivée en fauteuil d'athlétisme. Donc tout compte. Donc il faut travailler les 3 sports, certes, mais également les transitions. Et toi, Kevin? Et moi, pour ma part, le triple saut. Le triple saut, c'est une discipline assez confidentielle dans l'athlétisme. Je ne pense pas que tout le monde connaisse le triple saut. Quand on regarde de l'athlétisme, on voit surtout le 100 mètres, le marathon, des disciplines assez mythiques. Et moi, non, j'ai fait du triple saut. On fait un test quand même. Qui connaît le triple saut? Tout le monde connaît le triple saut. Vous me surprenez là. Là, vous me surprenez. Comment? Combien de sauts? Ah non, c'est top. Non, j'ai souci, mais je suis désolé. Un peu connu quand même. Mais quand même, on en parlait à ce midi, il y a quand même des spécificités à connaître. Oui, en fait, c'est assez confidentiel parce que c'est vrai que contrairement effectivement à un 100 mètres où l'épreuve va durer 10 secondes et donc il va y avoir une médiatisation pendant 10 secondes sur une épreuve, triple saut, ça dure 1 heure. Il y a 6 sauts à faire en 1 heure et tour à tour, on passe, on fait notre course d'élan, on a une planche à respecter et on essaye d'aller le plus loin, bien sûr, possible dans le sable. La planche étant située à 13 mètres du bord du bac à sable. Et moi, j'ai un record personnel à 16,97 mètres. Voilà. Merci. Alors, le thème de la journée, c'est sur le collectif. Et si je ne me trompe pas, ce sont des sports individuels. Donc, du coup, qu'est-ce qui vous a amené l'un et l'autre à pratiquer un sport individuel? Et peut-être ce sport-là, en fait, c'est peut-être pas le côté individuel qui vous a attiré, mais en tout cas, qu'est-ce qui vous a amené à ce sport-là? Alors pour ma part, le triathlon, c'est un peu le fruit du hasard, c'est les rencontres. J'ai eu un accident donc, de la route en 2011 et suite à ça, je me suis mise à la natation parce qu'il me semblait que c'était le sport, on va dire, pour moi à l'époque, le plus facile à pratiquer. Et puis c'était aussi dans l'objectif de rencontrer d'autres personnes en situation de handicap. Le but, c'était vraiment de voir le handicap. Je me suis dit, en maillot de bain, on ne peut pas se cacher, on ne cache pas ses cicatrices. Et suite à ça, j'ai rencontré un cycliste qui pratiquait le handbike. Et est venue la mode du triathlon parmi des amis qu'on faisait en relais. Ils nageaient pas très bien, donc je nageais à leur place. Et puis j'ai eu l'envie de boucler l'épreuve par moi-même. C'est une épreuve qui peut durer aujourd'hui 1h15, mais à l'époque, je faisais un triathlon en beaucoup plus de temps que ça. Et donc, j'ai eu envie et je me suis rapprochée d'un club d'athlétisme. Je leur ai demandé, moi, je ne peux pas courir, mais je dois faire de la course à pied en triathlon. Comment on fait? Et c'est là qu'ils m'ont proposé d'essayer le fauteuil d'athlétisme. Et donc, voilà, j'ai commencé par m'entraîner d'abord dans les 3 disciplines seule, avant de faire du triathlon, on va dire d'enchaîner les entraînements au quotidien. Et puis ensuite de faire l'épreuve du triathlon. Le triple saut, quelle idée? Quelle idée. Moi, alors, c'était en 2003, lors des championnats du monde à Paris. On a eu la chance d'organiser en France les championnats du monde d'athlétisme en 2003. J'avais 11 ans, j'étais jeune. J'avais essayé plusieurs sports, du foot, de la natation, plusieurs sports dans lesquels je me débrouillais bien, mais en regardant la télé, j'ai pas réussi à décrocher de la semaine. Une semaine de championnat du monde, donc c'est au mois d'août, pendant les vacances. J'étais scotché et j'ai dit à mes parents, c'est ça que je veux faire. Moi, ce que je veux, j'aimerais être en équipe de France d'athlétisme, quelle que soit la discipline. Et donc, je me suis inscrit à mon club d'athlétisme. Donc, moi, je suis du Mans, donc dans une petite commune à côté du Mans, Montfort-le-Génois. Et j'ai intégré le club de Montfort. Et puis, j'ai commencé par toutes les disciplines, le sprint, le saut. Et je me débrouillais plutôt bien. Et en fait, la discipline la plus traumatisante de l'athlétisme, c'est le triple saut. Donc, en fait, on peut pas la commencer avant 15 ans. C'est, entre guillemets, interdit avant 15 ans parce que si on ne le fait pas bien, si techniquement on n'est pas encore prêt à le faire, on
peut se blesser, et très jeune, c'est pas très bon. Et dès que j'ai pu commencer le triple saut, j'ai tout de suite eu des bons résultats, et donc du coup, naturellement, voilà, j'ai prolongé sur cette discipline. Tu nous as donné un chiffre ce midi qui m'a impressionné. C'est le poids qu'on porte sur une jambe au moment du triple saut. Oui, effectivement, en fait, au triple saut, c'est la seule discipline au monde où on a le plus de pression sur une seule jambe. Donc le triple saut, c'est donc course d'élan, un cloche-pied, une foulée bondissante et un ramené dans le sable. Et après ce cloche-pied, on a 18 fois le poids de notre corps en termes de charge, d'impact sur notre cheville, notre genou, notre hanche. Et donc, voilà. Et on a fait un petit calcul rapide, c'était plus d'1 tonne. C'est ça, c'est plus d'1 tonne par rapport à mon poids de forme. Donc du coup, c'est plus d'1 tonne. On arrive à un peu plus de 32 km/h sur la planche lors de notre course d'élan. On essaie de prendre le plus de vitesse possible, de la vitesse relâchée et pas de la vitesse maximum comme un sprinter. Et ensuite, il faut résister à tout ça pendant 2 sauts. Voilà. D'où les risques de blessure. Exactement, pour Ah, essayer de bien, limiter les risques de blessure. Mona, quelle est ta plus grande victoire? C'est quoi? Tes plus grandes victoires peut-être dans ton parcours? Ma plus grande victoire. Alors j'ai des courses. J'ai la course du championnat d'Europe en 2023. Non. En 2022 j'étais championne d'Europe. En 2023 j'ai perdu mon titre. Mais en 2023 ça a été une course très 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 difficile pour moi. Ça a été un duathlon avec un parcours avec énormément de dénivelé. Enfin j'étais vraiment pas bien. Et j'arrive à un centième à décrocher une médaille de bronze. Toute la course, je me suis vue sortir du podium, donc ça m'avait vraiment pris la tête, tout simplement, ça me faisait peur. Et j'ai quand même réussi à décrocher la médaille de bronze, et je pense que c'était vraiment, j'ai puisé dans énormément de ressources ce jour-là, donc ça reste une course mémorable. Une victoire, non, mais une victoire sur la 4e place peut-être, mais voilà, c'est la course, je pense, la plus mémorable que je peux garder aujourd'hui en tête. Est-ce qu'il y a des victoires aussi qui sont peut-être en dehors du podium, des choses que tu te dis sur mon parcours, il y a peut-être les résultats, et il y a aussi peut-être des moments où tu peux avoir une certaine fierté, en tout cas tu peux associer à une victoire. Oui, c'est des petits moments comme ça qui font qu'on essaye de continuer, tout simplement, parce que c'est vrai qu'il y a plus de moments, malgré ce qu'on peut penser, et aujourd'hui les images, la médiatisation, etc., il y a plus de moments compliqués et difficiles que de victoires au final. Donc on s'accroche à ces petits moments-là. Les Jeux de Tokyo en 2021, je prends la feuille des résultats, je regarde, j'avais, il me semble, le 2e temps natation, le 3e temps vélo, j'avais fini 6e de la course. Mais ça a été ma petite victoire du jour, de me dire je suis capable de sortir un bon chrono vélo. Et on essaye au fur et à mesure des saisons, des années, de s'accrocher à ce genre de résultats. Alors on parle de compétition, mais ça peut être à l'entraînement. Et il y a des fois à l'entraînement, je suis très très en forme et j'essaye de m'accrocher à ça. Et les fois où ça ne va pas, les nombreuses fois où ça ne va pas, on essaye très vite de passer à autre chose, de retrouver la confiance dans d'autres disciplines. Donc j'ai la chance de pouvoir pratiquer 3 disciplines, etc. Mais après, il y a aussi faire confiance à son entourage. Donc ça veut dire mes entraîneurs et le processus d'entraînement. Et pour ça, ils sont très forts. Ils savent qu'avant une course, 10 jours avant, il faut me mettre des séances que je vais réussir. Même si je le sais, on abaisse un peu la barre pour que j'arrive à la passer. Je le fais, et quand je passe la barre, je suis contente quand même. Je suis facile à leurrer, on va dire. Mais ça permet aussi de mettre en confiance et d'arriver sur une course avec un maximum de confiance sur les 3 disciplines, et aussi, pas juste physiquement, mais mentalement. Merci. Lilian, tu les connais bien, donc si tu disais qu'ils avaient beaucoup d'humilité, donc si jamais tu vois quelque chose dont ils ne te parlent pas, tu pourras compléter. Déjà, juste préciser que Mona elle a quand même fait 2 fois les Jeux paralympiques, et ça, il y a très peu d'athlètes dans le monde qui peuvent se targuer d'avoir 2 Olympiades ou 2 Paralympiades. Donc déjà, je pense qu'une des plus grandes victoires de Mona dans sa carrière, c'est aussi d'avoir fait 2 fois les Jeux, parce que c'est incroyable. Pour Kevin, on ne monte pas sur un podium de Coupe du Monde par hasard, on ne finit pas 2e des Jeux de francophonie par hasard.
On n'est pas en équipe de France aussi par hasard, parce que c'est quand même 2 athlètes qui sont en équipe de France, qui ont été en équipe de France et qui sont en équipe de France actuellement. Et moi, je rebondis sur l'aspect individuel, parce qu'aujourd'hui, on est au service du collectif, mais derrière chaque sport individuel, il y a aussi une équipe. Rejoindre l'équipe de France, très peu d'athlètes peuvent se le permettre. Donc déjà, derrière le collectif France, on raisonne esprit d'équipe. Et puis derrière chaque discipline, Mona en fait 3, c'est encore plus particulier. Il y a une team, il y a des spécialistes. Donc en fait, derrière chaque athlète, il y a tout un entourage, sans parler des proches ou du staff. Mais en fait, on raisonne très rapidement au service du collectif et pas individuel, en fait. Tu veux dire que même derrière un sport individuel, il y a du collectif. Mais on peut applaudir hein, quand même. C'est vrai qu'il n'y a pas que les résultats, il y a tout un parcours et une équipe derrière. Oui, totalement. Et Lilian, il en fait partie. Moi, j'ai rencontré Lilian il y a 6 ans, 7 ans maintenant, au club Elite Sarthe. Et il a fait partie des personnes qui nous encadrent. Donc il faut savoir qu'effectivement, nous, on est les sportifs, on est ceux qui sont un peu mis en avant, mais on a des coachs, on a des préparateurs physiques, préparateurs mentaux. Dans toutes les disciplines, sur du triple saut, on pourrait croire qu'on a besoin que d'une spécialité, mais non, parce qu'on va avoir besoin d'avoir les meilleurs référents en sprint, les meilleurs référents en musculation, les meilleurs référents. Et donc, il faut pouvoir coordonner aussi toute l'équipe. Et c'est là où, en fait, le sport individuel devient collectif. Et c'est hyper intéressant parce que c'est des choses qu'on retrouve en entreprise derrière. Donc c'est très important d'apprendre à les manager au service d'un objectif commun, d'une performance. Et voilà, tous les pôles sont hyper importants et complémentaires. Et puis après, c'est sûr que à nous d'essayer de tout mettre en lumière. Et j'irai même plus loin. Dans les réussites, c'est facile. Au travers du palmarès, mais là où c'est un peu plus difficile, c'est dans les échecs, parce qu'en fait, quand on est dans l'échec, on n'est pas seul, on a envie de réussir pas que pour soi, et ça c'est important, c'est une valeur qui est hyper importante. Quand je suis sur la piste, je suis jamais vraiment tout seul, j'ai ma famille qui m'entoure énormément, mes proches, mes coachs, toutes les personnes qui sont acteurs et moteurs, et ça c'est quelque chose d'ultra motivant. Tu te sens aussi, Mona, faire partie d'une équipe ? Oui, je fais partie d'une équipe. Mon entraîneur, s'il n'avait pas d'athlète à entraîner, il ne ferait pas grand-chose. Moi, si je n'avais pas d'entraîneur, je ne ferais pas grand-chose non plus. Donc, et comme il dit, moi, pour ma part, j'ai un entraîneur natation, j'ai un entraîneur de triathlon, donc il chapeaute un peu le projet. Et j'ai un préparateur mental, une préparatrice physique. Donc déjà, tout ça, ça fait une petite équipe. On ne peut pas avoir une personne qui pense que son travail est plus important que le travail de quelqu'un d'autre. En fait, on va tous vers le même objectif. Et l'objectif, c'est que je sois forte. Après, il y a des fois, il va falloir un peu ravaler son ego et se dire, tant pis, si Mona, elle vient nager que 2 fois cette semaine, je sais qu'en revanche, elle va rouler et je fais confiance à l'entraîneur. On se fait tous confiance, en fait, on communique énormément. Et c'est ce qui fait que ça peut fonctionner ou pas. Il y a aussi les échecs et il faut se remettre en question, mais sans forcément trop douter non plus, parce qu'on n'a pas le temps. Une saison sportive, c'est rapide, ça passe vite. Et donc, il faut souvent faire confiance au processus. Et, en tout cas, moi, c'est ce que je fais. Je ne suis pas là pour analyser ce qu'on me donne, le contenu de mes séances, mais je fais confiance. Et voilà, après, on verra à la fin. La finalité, c'est d'aller vite en compétition. Et souvent, ça marche. Merci. Alors c'est le moment. On parle de collectif, et donc on ne va pas vous laisser passif. Hein. On va tous continuer l'interview ensemble, et c'est vous qui allez le continuer. On va vous demander d'aller chercher, discuter entre vous, voir les questions que vous avez envie de poser à Mona et Kevin. Ça ne marche pas ? Vous m'avez entendu quand même ? Je recommence tout. C'est bon. Ok, et donc c'est vous qui allez continuer la suite de l'interview. Pierrick, si tu peux passer sur la... Et donc, ça va se passer de la manière suivante. Première étape, on va vous donner quelques minutes, donc 3 minutes. Vous vous tournez vers votre voisin, votre voisine, et imaginez ensemble des questions. Allez rechercher tout ce que curiosité, rencontre, etc. Tout ce qui, pour vous, peut être inspirant là où vous êtes, chez Kevin et Mona. Et Lilian aussi. Parce qu'on a vu que tu avais un parcours aussi quelque part... sportif, on en a parlé. Si. Cette humilité. Donc c'est parti, vous vous tournez vers votre voisin, votre voisine, et pour 3 minutes.
Imaginez vos questions. Ce serait bien. Moi, j'en connais, ils se gêneraient pas. Oui, il y en a. Oui, en profiterait pour se placer. Il y en a, ils n'ont pas de voisins. Je trouve qu'il y avait plus de monde qui mangeait quand même que dans la salle, non? Oui, ou alors la salle est très grande. Soit la salle est très grande, on s'en rend compte. Soit il y a. Vous voyez rien. Le fait était très bon. Vous voyez rien. Ah, on a le spot, et c'est le spot. Ça va. Ouais, ça va. J'aurais dû ramener des lunettes. On a l'obsession. C'est ce qu'on dit, hein, c'est le cordonnier qui est le. Toujours, c'est vrai. Une question, je pense qu'il va tomber parce que le temps ça crève et tout. Puis à un moment donné, il faut commencer par une question. On en avait préparé une. De quel type de personne aimez-vous vous entourer? Enfin, ceux qu'on adore, pas dit que des cons. J'adore les vrais cons. Moi, j'adore mon truc. C'est trop marrant. Le truc, c'est que j'ai déjà lâché pas mal de personnes parce que franchement, ça passe pas. Parce que ça, c'est pas grave. C'est aussi apprendre à faire confiance. Elle disait, moi, elle disait pas aveugle, mais elle disait j'ai une confiance en mon staff. Mais franchement, je pense que le plus dur, c'est ça, c'est d'arriver à faire confiance. C'est-à-dire que toi, tu te reposes sur ta performance sportive. Mais à côté, t'as un coach qui va dire bah ça va pas, mais il faut être sûr qu'il se prenne. Tu fais confiance en la personne. Encore plus quand t'as 3 disciplines. C'est clair. Elle a 3 disciplines, toi, t'as 3 sauts. Allez. Qu'est-ce que t'as raconté comme dingue? Du coup, la question est pour elle. Oui, tu refiles la patate chaude. D'avoir les dégâts en forêt. Je vais les enlever, ça va se faire. J'avais commencé tard. Tu vas passer à la suite. Ok. Alors ça va être à vous de jouer maintenant. Vous allez pouvoir vous mettre à 3, 4, comme vous pouvez, avec les personnes de devant, de derrière. Et surtout, ça va se passer techniquement de la manière suivante. Il faut qu'il y ait au moins un téléphone qui puisse aller sur Internet par petit groupe, ça va aller. Et vous allez aller sur la page menti.com. Donc vous tapez menti.com. Normalement, il y a suffisamment de réseaux. On a fait un test tout à l'heure. Et vous tapez le code 55 65 05 80. Et les premiers qui ont réussi font un petit signe de la main. Ouais, 1, 2, ça commence. Et donc vous allez pouvoir taper simplement vos questions là. Et on va les voir apparaître au fur et à mesure. Alors, on revient en arrière. Menti.com, menti.com. Surtout pas, vous donnez surtout pas d'accès à l'union. Je peux, hein, mais toi, t'as pas. Ouais, je sais. On va mettre un brouillard. Ok, vous pouvez y aller. Hein. Quand vous êtes prêts, vous pouvez commencer à taper vos questions. T'es célibataire? Tu l'as vu ou pas? Je la vois.
pas de téléphone. J'ai pas de téléphone, c'est pas moi. Je te jure, c'est pas moi. Regarde. Donc, Kevin, est-ce qu'on peut avoir ton 06 07, hein, c'était plus. Non, si je peux me permettre, en fait, si vous faites une recherche en 2 secondes, vous tombez sur une photo du mariage de Kevin, en fait, sur Internet. Désolé. Il y en a qui m'ont tué. Comment le financement de comment rester motivé, comment rebondir après un échec. Tout en bas à gauche, elle est incroyable. Laquelle? Tout en bas à gauche. Quelle est la place du sportif dans son collectif? Performeur ou est-il le leader dans la stratégie? Vous êtes je pense que c'est pas mal. Ce que disait Alors on a à l'unanimité, on a une question qu'on a envie de prendre tout de suite pour démarrer en fait. La première en haut. Donc celle-là on a répondu. Hein. Enfin ça se traitera plus tard. Du coup on va prendre celle qui est tout en bas à gauche là. Quelle est la place du sportif dans son collectif? Parce que c'est vraiment dans la thématique du jour. Et est-ce qu'il est simplement performeur ou est-ce qu'il est leader dans la stratégie? Quelle place vous avez? Parce qu'on a beaucoup d'entreprises là, donc enfin des gens du milieu d'entreprise où il y a souvent des hiérarchies en fait dans les groupes. Comment ça se passe pour vous en fait? Alors, dans l'équipe de France de paratriathlon, on a la chance d'avoir un leader, on va dire. Donc, ce n'est pas moi. C'est Alexis Anquincan, pour ceux qui en ont entendu parler, qui est, alors je ne sais plus, 6 fois champion du monde, double médaillé, donc Tokyo, Paris, aux Jeux. Donc, il a vraiment cette place de leader, on va dire, dans la communication, dans l'image du paratriathlon français. J'ai vu qu'il y avait quelques personnes dans le public qui avaient entendu parler de lui. Donc voilà, c'est encore une preuve. Après, dans le collectif, j'ai envie de dire quand on est en stage, on a quelques leaders malgré eux, je pense. C'est plus des personnes très affectueuses, qui aiment rire, qui ont une joie communicative au sein du groupe et qui vont peut-être, par exemple, quand on propose une sortie, on va rouler 2h30, qui vont dire on va rouler par là. Et donc, le groupe suit. Alors Alexis aujourd'hui n'a pas cette place dans le collectif parce qu'Alexis aussi roule vite peut-être et ils veulent pas rouler avec lui, c'est possible, mais en tout cas voilà, ça reste le triathlète est quand même un sportif assez égocentré, assez égoïste. Merci Kevin. Et mine de rien, quand on est donc en stage, à moins d'avoir vraiment une affinité pour aller rouler avec quelqu'un, on est quand même assez centré sur ce dont nous on a besoin, ce qu'on veut faire. Si on veut aller rouler à tel endroit, on ira rouler à tel endroit. On est un peu têtu et on a du mal à partager des séances, même quand c'est sur une piste d'athlétisme. Alors moi personnellement, je suis en fauteuil d'athlétisme, donc c'est pas vraiment la même chose. Je peux pas partager de séances dans tous les cas avec le collectif, parce que je suis la seule féminine, donc déjà en équipe de France à pratiquer avec le matériel dont je vous ai parlé tout à l'heure. Mais bon, je vois le collectif vivre et c'est vrai qu'on est tous quand même, chacun dans nos allures, à vouloir vraiment respecter ce qu'on peut faire, ce qu'on sait faire, et on a du mal à peut-être travailler en groupe. Tu veux compléter, Kevin? Oui, je vais parler de mon expérience personnelle sur le sujet. Moi, j'ai eu un parcours où je suis passé par différentes phases, puisque j'ai commencé à l'INSEP. Enfin, j'ai commencé bien avant avec les STAPS, enfin pas le STAPS, mais pardon, au lycée, j'étais en sport-études. Voilà, j'étais en sport-études à Nantes, au centre éducatif nantais pour sportifs. Ensuite, j'ai intégré l'INSEP. Donc là, quand on est au sein de grosses entreprises, j'ai envie de dire comme l'INSEP, entreprise sportive, là, on est simplement performeur. Moi, en tout cas, c'est le sentiment que j'avais. J'étais simplement performeur. J'étais acteur de décision d'entraîneur, de staff. Et c'est vrai que là, moi, je me sentais simplement performeur. J'ai eu, à ce moment-là, j'ai pris la décision de
quitter l'INSEP pour essayer de devenir leader dans la stratégie de mon développement. Parce qu'à ce moment-là, j'avais déjà fait des championnats du monde jeunes, juniors, et j'avais déjà un bon niveau national, international. Mais c'est vrai que j'ai toujours eu ce besoin, moi, mais c'est peut-être mon côté entrepreneur que j'avais déjà à l'époque, besoin de chapeauter un petit peu les équipes qui m'entourent. Donc j'ai cherché mon coach, j'ai cherché mon préparateur physique, j'ai cherché mon préparateur mental. Après, les aides sont aussi venues à moi, et heureusement, parce qu'en athlétisme, sinon c'est assez compliqué avec le club Elitsart, la région, les fédérations qui entourent. Mais c'est vrai que j'ai toujours été un petit peu un électron libre. Je m'entraînais seul au Mans, c'est pas une grosse structure. Donc du coup, j'avais mon coach qui était mon coach personnel. Il n'entraînait pas d'autres athlètes. Et j'allais chercher des compétences dans chaque domaine. Mais j'essayais d'aller pas forcément chercher les compétences autour de moi. C'était à Paris, ça a été aux Antilles à un moment donné. Donc voilà, par rapport à la question, j'ai vécu les deux. Et après, je pense que chacun se retrouve plus dans l'un ou dans l'autre. Et moi, j'avais envie de prendre en main mon avenir. Après, ça n'a pas été toujours bénéfique. Je pense qu'à un moment donné, j'aurais dû savoir aussi déléguer, mettre mon potentiel entre guillemets entre les mains d'un plus gros groupe. C'est un petit regret. Je dis toujours, je déteste avoir des regrets, j'aime pas avoir des regrets. Mais à un moment donné, j'aurais peut-être dû partir dans un autre groupe, notre culture, aux États-Unis en l'occurrence, et me laisser aller par tout un autre environnement pour essayer d'être le meilleur performeur et pas juste l'architecte de mon sport. Tu as évoqué là, le côté entrepreneur, etc. Il y a des questions autour de ça. Qu'est-ce qui t'a fait devenir, à changer de métier, devenir entrepreneur justement Ouais. Tu peux en dire un mot? Oui, en fait, donc l'athlétisme étant un sport pas hyper professionnel, même si on peut avoir une petite médiatisation, mais c'est pas un sport très professionnel. On n'est pas joueur de foot, joueur de basket. On n'est pas régi par des gros contrats. Ce qui touche à une autre question qui est sur comment vous vivez de votre sport en fait. Oui. Quelles sont vos ressources financières. On pourra y revenir tout à l'heure, mais en tout cas ça va ensemble. Moi, c'était assez simple. Mes parents, très simple. Ils m'ont toujours dit tu veux faire du sport, oui. Par contre, avant de faire du sport, il faut que tu aies un diplôme. J'ai fait le topo assez vite. J'ai eu mon bac scientifique et puis ensuite j'ai quitté l'INSEP et puis je voulais faire opticien. J'avais déjà un peu cette envie en tête et surtout c'était des études courtes. C'est un BTS, c'est 2 ans. Et avec ce BTS, on pouvait devenir opticien. Il n'y a que comme ça d'ailleurs qu'on peut avoir aujourd'hui un magasin d'optique. Il faut pouvoir déposer son diplôme d'optique. Et donc du coup, c'est un métier qui était plutôt bien encadré, qui touchait à la santé, au commerce, qui me plaisait. Donc j'ai eu mon diplôme assez rapidement et en parallèle de ma carrière, j'ai monté une première entreprise en 2015. C'était de l'optique à domicile et on était les premiers à faire ça un petit peu sur le Mans et c'était pas compatible avec le sport de haut niveau à ce moment-là. J'arrivais pas à jongler entre les deux puisque ça me demandait trop d'heures d'implication de chaque côté et j'étais à un moment où ma carrière sportive continuait de monter. J'ai fait un choix à ce moment-là de mettre en avant ma carrière sportive parce que c'est éphémère. C'est 10 ans, c'est 15 ans de haut niveau, c'est 10 ans d'équipe de France, donc c'est assez éphémère. Et puis parce que aussi, il fallait aller au bout du rêve, au bout de l'objectif. Et puis après, donc comment je suis devenu entrepreneur? À la fin de ma carrière, j'ai toujours eu un pied dans l'optique, donc je suis devenu directeur de magasin et après 2 ans, cette année, j'ai décidé avec ma femme, avec mon épouse, de reprendre 2 magasins. J'ai repris 2 magasins d'optique. Voilà.
En fait, on a plusieurs types de questions qui sont là. Peut-être que Lilian, Mona ou toi, Kevin, vous avez envie d'en prendre une à la volée, de rebondir sur une des questions. Il y en a qui vous inspirent plus. J'ai envie aussi de vous laisser la main là-dessus sur les questions. Il y en a une qui a un peu plaisir là. Mona, est-ce que tu peux nous raconter les coulisses des JO? Je crois qu'il y a une petite gourmandise à travers ça. Ah oui, les coulisses des JO. Alors, je ne sais pas si au moins Pierrick pensait peut-être aux muffins. Mais en tout cas, je pense que c'est à ça qu'il pensait. Mais les JO, ça a été juste génial parce qu'on a pu vivre avec, avec l'équipe de France pleinement cette aventure. Savoir qu'au Jeux de Tokyo, on avait été, je vais peut-être utiliser le mot privé de cérémonie d'ouverture. On était dans le village, mais on est arrivé au village 4 jours avant l'épreuve. Le lendemain de l'épreuve, on bouclait les bagages et on quittait le pays. On avait quand même eu le temps de visiter le village, mais on n'avait pas pu vivre pleinement. Tout le monde était masqué, on était testé tous les matins, etc. pour le Covid. Donc là, on avait vraiment vécu pleinement. On est arrivé au village un peu avant la cérémonie d'ouverture. On a reçu nos beaux costumes, on a pu s'habiller, on a pu aller fêter ça. Et la course a eu lieu bien plus tard, donc on a eu le temps aussi, on va dire, de digérer toute cette effervescence de la cérémonie et se concentrer derrière sur la course. Et après la course, on est resté une semaine au village pour vivre la cérémonie de clôture. Donc ça a permis vraiment de vivre... on a vécu pleinement l'aventure, on a pu goûter aux muffins, on a pu voir les autres athlètes et on a pu même regarder les épreuves. Donc le comité paralympique sportif français, donc le CPSF, nous permettait d'aller voir des épreuves, enfin nous encourageait même à aller voir des épreuves. Donc on a pu assister on est allé au Stade de France, voir la natation, etc. Et tout ça avec le collectif, donc c'était chouette, c'était vraiment... on formait vraiment une équipe. Et puis voilà, après derrière le village, il y avait rien de nouveau, on va dire. Les athlètes dans le village à Tokyo et à Paris étaient, on va pas dire les mêmes, mais c'était vraiment. Alors là, c'est certes, il y avait plus les masques et on n'était plus testés tous les matins, mais en tout cas, les villages, on peut dire, se ressemblaient. On avait quasiment les mêmes boutiques et de quoi prendre l'air. Donc voilà pour les coulisses. Après, concernant la course, je ne sais pas si c'est de ça qu'on parlait, mais la course s'est bien déroulée. Il y a eu des petits soucis de météo, donc des reports de dates et finalement des dates maintenues. Mais voilà, rien d'exceptionnel autour du triathlon. Je crois qu'on cherchait la personne devait chercher des choses un peu croustillantes autour de qui. On a beaucoup de questions qui ont été posées. Et ce que je vous propose, c'est de faire une session de vote. On va lancer, voilà, vous vous connectez de la même manière que tout à l'heure. Enfin, les codes sont toujours affichés en haut sur l'écran. On va démarrer une session de vote. Du coup, vous pouvez parcourir les questions et vous avez 3 points chacun que vous pouvez répartir sur les questions que vous voulez. Vous pouvez mettre 3 points sur une question si c'est celle-là absolument que vous voulez mettre en avant. Ouais. Ouais, c'est bien. C'était sur l'écran. Moi, je les disais, c'est en face de moi. Ouais, c'est bien. C'est cool d'avoir un retour. Il a dû se dépêcher de taper pour avoir sa première en plus, c'est sûr. Ok. On a un vote, on a un résultat de vote. Alors pour ceux qui ont voté, on a une première question, c'est comment votre territoire d'origine a-t-il contribué à votre parcours? Je crois on sait où on est là, on est sur des questions d'acteurs du territoire. Donc est-ce que vous avez été aidé et comment par le territoire? Alors
On a été aidé, personnellement, j'ai été aidée par déjà le département, la région. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je suis licenciée au club de Saint-Nazaire. Donc il y a déjà utilisé les infrastructures, c'est-à-dire que ça m'est arrivé de m'entraîner au Creps des Pays de Loire. Et puis également, il y a une aide financière et puis une aide matérielle. Quand j'ai vu une question passer tout à l'heure par rapport au matériel, c'est vrai que c'est du matériel quand même assez spécifique qui est fait sur mesure. Et donc, quand il faut acheter du matériel, c'est un coût. Et il faut faire les choses bien. Et donc, la région, par exemple, m'a aidé à financer le dernier fauteuil d'athlétisme que j'ai financé en 2022, 3, il me semble. Je ne sais plus exactement. Mais donc voilà comment les collectivités, parce que je parle de la région, il y a le département, il y a la ville également, nous aident et nous permettent de financer une partie du matériel, de la saison, de tous les frais que peuvent engendrer les sports, le sport de haut niveau, le triathlon. Kevin et Lilian aussi, peut-être que tu auras un mot à dire autour de ça. C'est ce que j'allais dire. J'allais renvoyer la question à Lilian, parce que Lilian était au club Elite Sarthe, donc mon territoire d'origine, moi la Sarthe, la région Pays de la Loire. Moi, j'ai toujours été accompagné par la région dans laquelle j'évoluais au niveau de mon club. Mais j'ai débuté en Sarthe et j'ai fini en Sarthe. J'ai eu un passage en Ile-de-France dans le club de Montreuil, qui est un des plus gros clubs d'athlétisme. Et du coup, l'accompagnement, il a été notamment fait aussi par les mises en place au niveau du club élite, qui nous avait mis à disposition une salle de sport, des ostéos, des préparateurs physiques. Et puis je te laisse continuer. En fait, le vrai sujet, c'est là, Mona, elle parlait de tout ce qui est financement. En fait, juste le fauteuil pour une discipline coûtait 12 000 €. Donc en fait, on ne se rend pas forcément compte de tout l'écosystème financier qu'il y a autour, mais donc il y a les dépenses matérielles, mais il y a aussi les dépenses pour l'optimisation de la performance et les dépenses des préparateurs, des coachs ou autres. Et puis après, dans certaines disciplines, il y a aussi les dépenses liées aux inscriptions pour les compétitions internationales. Donc ça dépend aussi du suivi des fédérations à ce sujet-là. Et en fait, hier, moi, je discutais avec une kayakiste. Il y avait une kayakiste qui est venue à une cérémonie pour post-JO. Elle, sa saison coûte 40 000 €. Sans parler des skippers où les saisons coûtent encore plus cher. En fait, c'est très différent en fonction de chaque discipline. Et pour rebondir sur ce que disait Kevin, moi, mon but, c'est toujours l'optimisation de la performance et que les sportifs puissent se concentrer uniquement sur leur performance sportive. Donc, déléguer un petit peu toute cette paperasse administrative, cette stratégie commerciale, cette stratégie de communication. En fait, il faut trouver des partenaires. En fait, c'est très compliqué. Et là, les sportifs post-JO, Mona pourra en parler, mais ils repartent de zéro parce qu'ils avaient beaucoup de financement liés aux Jeux. Maintenant que les Jeux sont terminés, il y a une baisse qui a été annoncée dans le journal L'Équipe qui est de 164 millions d'euros, la baisse du budget du sport en France, sur un budget à 800 millions environ, donc c'est énorme. Les sportifs sont les premiers impactés et c'est très compliqué. Et du coup, moi, mon but, c'était de trouver, par exemple, Kevin, à l'époque, il y a 4 ans de ça, s'il avait besoin d'aller dans une salle de sport, faire une séance de sauna, de hammam, de piscine, de musculation, il y avait de la cryothérapie, pour préparer une compète, mais aussi pour récupérer après une compète. Mais en fait, il payait zéro. Une séance de cryo, c'est 39 € par exemple. Et 39 €, on en a besoin de 4 ou 5 avant la compète, de 3 ou 4 après la compète. Mais en fait, on fait vite le calcul, on arrive quasiment à 10, 400 €, 400 € en 2 mois. Lycée sur une année, c'est énorme. Donc voilà, là, quand on a aidé à payer le fauteuil de Mona, ça lui permet de 12 000 €. En fait, elle ne peut pas les sortir comme ça. Et si elle les sort comme ça, elle met en péril sa saison sportive. Donc si elle n'est pas entourée, si elle n'est pas bien entourée, en fait, c'est fini, quoi. Justement, il y a une question. Alors, il y a eu peu de votes, donc je me permets de prendre. Il y a des questions qui étaient vraiment liées justement à cet accompagnement qui est sans doute un sujet important pour vous, en tout cas, j'imagine. Quelles sont les qualités importantes d'un bon accompagnateur, de qui vous cherchez à vous entourer, en fait, c'est quoi un bon accompagnement, en dehors du côté peut-être financier, quelles autres choses on cherche dans l'accompagnement? Alors, il va y avoir le côté humain, parce qu'avant tout, on cherche des gens avec qui on partage les mêmes valeurs, tout simplement.
parce qu'on parle de commercialisation d'une saison, d'un sportif, mais on n'est pas un objet commercial. Du coup, c'est pour ça que c'est important de partager les mêmes valeurs avec les personnes qui nous entourent pour qu'on soit sûr que le message que l'on veut faire passer en tant que sportif soit le bon au sein des personnes qui vont venir nous accompagner, donc ceux qui vont pouvoir faire du sponsoring, qui nous suivent pour les bonnes raisons. Et ça, c'est hyper important. Donc, pour moi, c'est la qualité la plus importante. De toute façon, ça reste l'humain. Donc voilà. Mona ou compléter, c'est exactement ça. Il faut quelqu'un tout simplement d'humain qui comprenne qu'on a aussi une sensibilité, une manière de voir les choses, qu'on est aussi juste des adultes et on a aussi peut-être une vie sociale à côté, ou en tout cas on a envie d'en construire une, et que le sport de haut niveau, ça reste du sport en fait. C'est du sport avant tout. Et ça dépend après la place que ça prend dans notre monde, mais j'ai envie de dire, il faut aussi pas oublier que on est capable de faire un burn-out en étant sportif de haut niveau. Et donc s'il faut à un moment donné lever le pied, si je peux dire, ou prendre une après-midi de repos au lieu de faire 2 séances par jour ou 3 par jour, en faire qu'une, et dire à l'athlète prends ton week-end, on se recontacte que lundi. Ça peut permettre aussi, c'est des petites soupapes qui peuvent permettre de durer dans le temps, tout simplement, d'être plus performant. Et malheureusement, aujourd'hui, moi, ça m'est arrivé de tomber sur des personnes qui pensent que le sport de haut niveau, c'est l'acharnement. C'est s'entraîner tout le temps, c'est de la discipline. Ça veut dire que quand on n'a pas envie d'y aller, on y va quand même. Et quelque part, c'est un peu se faire violence. Et donc, aujourd'hui, je suis vraiment bien entourée, et je suis entourée de personnes qui comprennent que quand j'ai pas envie d'y aller, c'est quand même pour une bonne raison, même si moi, je le sais pas sur le moment. Mais c'est peut-être juste que si je suis pas motivée, c'est que je suis fatiguée, ou c'est que j'ai besoin de faire autre chose, et que ça ne peut être que bénéfique si je prends ce temps pour moi, pour performer derrière. Donc, pour ça, il faut juste quelqu'un avec un minimum de sensibilité, d'empathie, et puis ce côté humain avant tout. Lilian, ça correspond à ce que vous essayez de créer en termes d'accompagnement, ou Oui, pour rebondir sur ce que vient de dire Mona, il faut être attentionné, je pense, parce que la charge mentale, elle est énorme, et les sportifs, alors il y en a qui communiquent mieux que d'autres sur les réseaux sociaux, il y en a qui savent mieux se vendre auprès d'autres, je mets vendre entre guillemets, parce que ce ne sont pas des produits, comme disait Kevin, mais en fait, le sportif, on le voit à la télé, sur son lieu de compétition, on se dit, ah, c'est bien, il fait ce qu'il sait faire, en fait, mais derrière tout ça, donc, tout l'écosystème qu'on parlait tout à l'heure, en fait, c'est très compliqué. La charge mentale, elle est énorme parce qu'en plus de faire du sport, ils doivent trouver un bagage financier pour pouvoir, j'ai envie de dire, assumer leur statut de sportif, assumer leur année. Et donc oui, je pense qu'il faut s'entourer. Alors, ils sont tous tombés sur des personnes aussi mauvaises. Donc là, il faut les écarter le plus souvent possible et le plus rapidement possible pour ne pas perdre de temps, parce que des personnes... qui veulent juste pour leur image ou s'entourer de sportifs de haut niveau, il y en a plein. Des entreprises qui veulent accompagner des sportifs mais qui ne sont pas en adéquation avec les valeurs humaines et commerciales que les sportifs veulent, ça aussi c'est très compliqué. Donc c'est un vrai sujet, c'est-à-dire on a besoin d'argent, il y a une entreprise qui dit moi je veux bien te donner 10 000 euros pour l'année, mais par contre il faut que tu véhicules ces valeurs-là qui ne sont pas les valeurs des sportifs, ça il faut refuser, et c'est là le plus dur en fait. S'entourer, oui, donc pas n'importe qui, du coup. Il y a vraiment une adéquation à trouver, quoi. Et si je peux rajouter, c'est pareil pour les résultats, c'est-à-dire qu'il y a des valeurs, mais il y a aussi il y a des entreprises qui comprennent qu'une saison c'est compliqué, qu'il peut y avoir des blessures, qu'il peut y avoir une charge mentale, et puis il y en a d'autres, ils exigent des résultats. Et donc ce qui fait qu'on n'est plus dans le sport l'insouciance de je veux performer pour moi et rendre fiers mes proches et mon entraîneur. On a aussi cette petite pression de il faut faire un retour de résultats, de médailles. Et ça peut rajouter une charge. Donc on arrive pas loin de la fin du temps qui nous a imparti. Alors il y aura beaucoup de frustration parce qu'il y a tellement de questions qu'on a envie de poser là. En tout cas, il y en a une qui est sur la motivation, qui est revenue plusieurs fois et qui a été plébiscitée. Puis comment on reste motivé. Et puis il y a une question aussi qui est pas mal revenue sur comment vous préparez l'après-carrière. Enfin, on en a déjà parlé un peu, Kevin, mais du coup, comment effectivement on se prépare à l'après. Ouais. Concernant la motivation, je pense que c'est la passion avant tout. J'avoue que
pendant toutes les années et jusqu'à présent où j'ai fait de l'athlétisme à haut niveau, ce qui me motivait, c'était de faire du triple saut. Je me levais le matin, je pensais triple saut, je mangeais triple saut, je dormais triple saut. Et en fait, la passion fait que la motivation, elle reste. Et d'ailleurs, le jour où j'ai senti que j'avais moins cette passion, cette flamme, elle s'éteint jamais. Hein. Je suis tous les jours à regarder les résultats, à regarder ce qui se passe dans l'écosystème du triple saut. Et ben, du coup, il faut switcher, il faut passer à autre chose. Et donc, pour moi, c'était l'optique. J'ai vu la question passer, j'y ai répondu tout à l'heure, mais oui, j'ai fait mes études du coup en parallèle de la carrière et je l'ai faite en alternance. Donc, j'ai eu un pied en entreprise, un pied sur les stades et puis un pied aux études. Donc voilà. Merci. Et Mona, ça fait beaucoup de pieds. Mona, tu te prépares toi aussi pour l'après ou c'est est-ce que toi tu te prépares pour l'après? Alors pour l'instant je me prépare pas pour l'après. Alors moi j'ai fait mes études, j'ai fini mes études puis je me suis mise au sport de haut niveau. Ça a été un peu à l'inverse si je puis dire. Dans le sport paralympique, il y a quand même une longévité. On a tous la moyenne d'âge dans ma catégorie est quand même assez élevée parce que c'est à peu près des personnes qui ont eu un accident de vie, donc qui ont commencé le sport un peu plus tard, etc. Alors j'ai un diplôme de vétérinaire, mais aujourd'hui je suis vraiment éloignée totalement de ce milieu. Et plus je m'en éloigne et moins je me vois y retourner, tout simplement. Par contre, je baigne dans le sport de haut niveau. Et je ne peux m'empêcher de remarquer des séquelles ou des manques ou dans l'aide des sportifs ou tout simplement l'accompagnement aussi humain, comme on le disait tout à l'heure. Et j'aimerais bien pouvoir, je sais pas, aider des sportifs en devenir, des personnes qui ont envie de tenter le sport de haut niveau, qu'ils y arrivent ou pas. Et donc voilà, je pense que ma reconversion, elle restera mine de rien dans le sport. Mais pour l'instant, j'avoue que je me suis pas du tout penchée sur le sujet. Tout au long de la saison, je n'ai pas pensé à l'après JOP 2024, par exemple. Ça ne veut pas dire que j'ai pensé aux Jeux de 2028. J'ai pensé à mes vacances. et après les vacances, je pense que je ferai un point sur le sujet que Lilian a évoqué, c'est-à-dire je vais mettre une liste et qui sont les sponsors qui suivent ou pas, quel financement j'aurai l'année prochaine, parce que clairement faire du sport de haut niveau ça coûte de l'argent, on n'arrête pas de le dire, et s'il n'y en a pas tout simplement, à ce moment-là je penserai à ma reconversion. Alors, il y avait une question liée à ça, c'était qu'on voit ici, est-ce qu'on a des regrets quand on arrête? Est-ce que c'est un moment qui est particulièrement difficile ou c'est pas forcément un moment qui est facile, ça c'est sûr. Moi, je me suis arrêté suite à une rupture totale du tendon d'Achille en 2021. J'ai fait les 3 mois de rééducation post-rupture et avec en tête l'objectif de Paris 2024, forcément, comme tout sportif de notre génération, on avait ça en tête. Et puis on a refait des contrôles, des bilans avec tout le staff médical et j'avais pas récupéré assez d'élasticité au niveau de mon tendon pour repratiquer au niveau auquel j'aurais dû atteindre pour participer aux Jeux Olympiques. Donc la décision, elle a été plutôt rationnelle. C'était une décision rationnelle. Après, il y a ce qu'on appelle dans le sport la petite mort du sportif. La petite mort du sportif, c'est des choses qu'on ne peut pas prévoir. Ce que je disais tout à l'heure, c'est que j'essaye d'être quelqu'un qui n'a pas de regrets. J'essaie de toujours regarder devant, pas avoir de regrets. Par contre, il y a des choses qui vont manquer et qu'on ne retrouve pas dans la vie professionnelle. Et ce n'est pas forcément les compétitions, c'est le parcours, c'est les moments de vie. Moi, je garde en tête surtout les souvenirs que j'ai avec l'équipe de France lors des stages. Quand on part 3 semaines en Afrique du Sud, quand on part à l'île de la Réunion. C'est ces moments-là qui manquent et ça, pour le coup, on ne peut pas les retrouver. Alors, on
peut faire du team building, on peut faire plein de choses en entreprise, on peut créer des choses, et ces choses-là, c'est ces choses-là qui sont importantes aussi pour amener à la performance, et c'est ces mêmes choses-là qui nous manquent. Et du coup, moi, je trouve que c'est des choses clés pour la réussite, c'est de créer le chemin, et puis pour atteindre l'objectif. Mais voilà, il faut essayer de ne pas avoir de regrets. En tout cas, c'est ma philosophie. C'est intéressant de se dire que sur le chemin d'une réussite ou d'une performance, finalement, les moments qu'on a vécus sur le chemin, plutôt qu'au final collectif, c'est ça que toi, en tout cas, Kevin, tu as envie de garder Ah oui, totalement. de cette histoire. Quoi. Totalement, parce qu'on est ensemble du matin au soir, on vit ensemble, on partage le même objectif, et il n'y a rien de plus motivant que d'être entouré, que ce soit sportif ou pas, que d'être entouré de personnes qui ont le même objectif et qui ont envie à fond d'y aller. Et c'est ce que j'essaye moi de transmettre maintenant aux équipes, mais c'est vrai que la petite mort du sportif de haut niveau, ça reste une réalité, et ça crée des vrais soucis aujourd'hui en France, et je pense que dans l'après-JO, il y en aura aussi, parce qu'il y a beaucoup de sportifs qui ont pris leur retraite après les JO, et on sait que ça va être compliqué, comme le dit Lilian, il y a des pertes de budget, donc il y en a beaucoup qui vont devoir s'arrêter, et c'est compliqué à gérer. Alors, tu voulais compléter, Lilian, sur le... Non, pour dire que par rapport à l'arrêt de Kevin, il y a eu je vais prendre un mot lourd, mais il y a eu le deuil. Et le deuil, il s'est fait en plusieurs étapes, mais il y a eu le premier deuil parce que ça lui arrivait début 2021 et il était en pleine course pour les JO Tokyo. Et il avait ses chances de rallier Tokyo, qui avait été décalé d'une année, ce qui était plutôt une bonne nouvelle pour Kevin. Et donc, à 7 mois des Jeux, il se pète. Et c'est très compliqué. Et puis, il y a eu la deuil de Paris 2024, parce qu'après, le plus dur après une blessure, c'est de retrouver son niveau auquel on était auparavant, et ça c'est très compliqué. Pour Mona, l'après JO, il a été assez bizarre, parce qu'en fait elle n'a pas eu le temps de digérer les Jeux, parce qu'elle a fait les championnats de France, elle est championne de France, elle a fait les championnats d'Europe, elle est vice-championne d'Europe, et demain matin elle s'envole pour les championnats du monde vendredi. Donc en fait elle n'a pas le temps de respirer. Petit encouragement, donner l'énergie. Et en fait, elle aura le temps de respirer après les mondiaux, et les mondiaux se font vendredi. Donc du coup, après, là, elle vient de me confier qu'elle part en vacances, et elle va souffler, elle va breaker, elle va même totalement se mettre en off, parce qu'à bout d'un moment, si on se met pas en off, elle peut pas redémarrer une saison sportive, c'est pas possible. Il faut digérer tout ça en fait, et c'est elle qui pourra le mieux en parler. Mais voilà, l'après JO, il est très intense en fait. Justement, c'est une question qui a été lancée sur notre outil là. Comment on se mobilise après une compétition telle que les Jeux paralympiques, ou après une super performance? Est-ce que c'est pas trop dur de retourner s'entraîner? Ça, c'est la question. Moi, j'ai envie de la prolonger avec et si on sort d'un échec, cette notion de remobilisation, elle peut toucher la compétition, mais elle peut toucher aussi comment on se remobilise après une blessure comme ça, puis après cette décision de se lancer dans autre chose. Alors, en fait, on a eu, comme je le disais tout à l'heure, on a eu l'épreuve au jeu le lundi matin, et on est resté le reste de la semaine au village. Donc, si vous voulez, au village, on s'est, je ne veux pas dire lâché, parce que voilà, ça reste un village où on est entouré d'athlètes et de staff, mais on a pu vraiment décompresser. Le matériel était rangé, et on a pu, juste déjà ne pas faire de sport pendant quelques jours. Mais je suis rentrée, je ne sais plus, dimanche ou samedi, je ne sais plus, mais le lendemain matin, j'étais sur mon vélo et je suis partie rouler, et j'ai pris énormément de plaisir à rouler. Et voilà, c'est tout simplement comme ça, en fait, reprendre du plaisir. Je suis retournée à la piscine, j'ai vu mon entraîneur en natation. Déjà, j'étais contente de le voir, j'ai pris du plaisir dans l'eau, j'avais des bonnes sensations. Peut-être parce que l'épreuve était passée. J'avais plus de pression, peut-être parce que j'avais pris aussi une semaine de repos, donc j'étais assez fraîche musculairement. Je ne sais pas exactement pour quelle raison, je n'ai pas trop cherché, mais en tout cas, j'ai pris énormément de plaisir à reprendre l'entraînement. Et puis ensuite, il a fallu aller à Saint-Jean-de-Mont, donc pour le championnat de France. Saint-Jean-de-Mont, c'est une épreuve où... c'est l'épreuve locale, le championnat de France, où j'ai la famille, j'ai mon club qui est présent. Et là, j'ai vécu ça un peu comme une fête. J'ai partagé ça avec les copains, etc. Donc c'était cool. Et après, il y a eu le championnat d'Europe. Donc j'ai pas vraiment pris le temps de me demander si je me remobilisais. Ça s'est fait tout seul, je pense. Après, il va falloir, couper et puis retrouver l'envie. Mais je pense que l'envie, elle va quand même vite revenir, parce que moi, ce que j'aime, c'est m'entraîner, c'est faire du triathlon. Et donc, je vais retourner à l'entraînement, je pense, tout simplement avec l'envie
aux alentours du mois de décembre. Oui, il y a un sujet que j'aimerais bien qu'ils évoquent parce qu'on en parlait avec Kevin totalement par hasard ce matin dans le monde privé par rapport à ses vacances. En fait, c'est la capacité à se donner des objectifs. Et ça, je pense que dans le monde entrepreneurial et dans le monde sportif, donc dans le monde de l'entreprise, peu importe qu'on soit salarié ou chef d'entreprise ou qu'on soit sportif de haut niveau, en fait, les sportifs, ils ont absolument besoin de se fixer des objectifs parce que sans ça, en fait, ils peuvent pas. Il faut qu'il y ait quelque chose qui les excite entre guillemets. Et Kevin, il me parlait du monde perso. En fait, il me disait, mais moi, je me suis fixé des objectifs de vacances parce que là, en fait, en ce moment, on a la tête dans le guidon, ça va pas du tout. Mona, elle se fixe des objectifs aussi de vacances, mais avant, c'était de compétition. Et je trouve que, en fait, si on leur enlève ce mot objectif, qu'est-ce qui se passe ? Je pense que n'importe qui ici, mais même eux, on en parlait tous les deux, enfin tous les trois même tout à l'heure. Et en fait, j'aimerais bien qu'ils définissent ce terme objectif parce qu'il peut prendre tout son sens en fait là-dessus. Ce sera intéressant d'y répondre et puis peut-être faire le lien avec cette question qui est quelle qualité de sportif. On parle d'objectifs dans le sport, dans la famille, dans l'entreprise. Du coup, ça vous l'amenez Kevin en particulier. Est-ce que tu l'amènes dans le monde de l'entreprise et quelles autres choses t'amènent du sport vers l'entreprise ? Alors oui, moi c'est vrai que je fonctionne beaucoup à l'objectif. Parce que pour moi, l'objectif, c'est une boussole. C'est tout simplement une boussole, c'est un marqueur temporel ou de chiffres, mais qui nous permet d'avancer. Là, en l'occurrence, on parlait de la boussole des vacances, parce que ça fait quelques mois que j'en ai pas pris, et que maintenant, c'est ce qui me permet aussi de garder aussi une fraîcheur et une performance dans mon métier, parce que d'avoir des objectifs de récupération pour revenir un peu plus frais et de s'oxygéner l'esprit, c'est hyper important. Que l'on soit sportif ou que l'on soit professionnel dans n'importe quel secteur, c'est quelque chose de très important. Pour répondre à la question, les qualités de sportif que j'utilise dans ma fonction d'entrepreneur, j'essaye avant tout d'être humain et proche de mes équipes. C'est pas des grosses équipes, c'est de petits magasins. Donc, j'ai 5 collaborateurs et j'essaye d'être proche d'eux, de leur amener ma détermination dans toutes les petites tâches que je fais, parce que ce que je dis toujours, c'est que c'est l'accumulation de petits objectifs qui emmènent à un gros objectif et qu'il n'y a pas de sous-objectif. Donc faire bien quelque chose mieux qu'on le faisait la veille, c'est déjà une réussite et c'est déjà quelque chose à valoriser. Donc j'essaye de les emmener petit à petit à s'auto-congratuler et de ne pas hésiter à me communiquer quand ils font des choses bien, même sur des petites choses qui n'ont pas forcément d'importance aux yeux des autres. Et ça permet de regarder tous dans la même direction. Voilà. Il y avait une question qui était un peu liée à ça. Enfin, Mona, je suppose que la question était plutôt pour Kevin là en l'occurrence. Mais quel rapport avec c'est là où on peut courir le fil en fait de la comparaison entre le monde de l'entreprise et le monde du sport. Quel est le rapport que vous avez avec vos concurrents dans votre sport en fait? On parle la question, je la lis, on va la rafficher là, mais je l'ai là. Quel rapport avec les concurrents adversaires? Comment se nourrissent-ils de la compétition? Comment ces rapports-là se nourrissent de la compétition? C'est ce que j'entends dans la question. C'est quoi ces rapports? Quel rapport vous avez avec vos... Alors, on a des rapports simples, j'ai envie de dire. On se connaît vraiment toutes, à peu près les 9 premières filles au monde sur le ranking international. On est souvent en compétition. Au final, je les ai croisées. Là, je les recroise vendredi. Donc, on se connaît. On connaît le niveau de chacune aussi. Je sais qui peut nager vite, qui peut rouler vite, qui a du mal quand ça monte, etc. Après, on partage un peu des fois des lieux d'entraînement quand elles partent en stage, etc. On essaye je sais que les Américains ont été très très intéressés de venir s'entraîner en France, donc ils sont venus en 2023 et en 2024 sur le même camp de base que l'équipe de France, donc on s'est retrouvés à Vichy au même moment. Donc pour le stage terminal, on va dire, avant les Jeux. Et donc on n'a pas forcément partagé d'entraînement. On partage, on va dire, parfois des sorties longues en vélo, mais c'est pas... c'est compliqué parce qu'on sait qu'on peut rouler ensemble pour se tirer vers le haut ou nager ensemble aussi. Mais en même temps, on n'a pas non plus envie de tout dévoiler. Donc
Moi, personnellement, j'aime bien échanger avec eux, mais de là à partager des entraînements, c'est pas trop mon truc. Voilà pour les autres concurrentes. Mais il y a une... Tu voulais compléter, Kevin? Ouais. Toi, c'était quoi le rapport avec tes concurrents et adversaires en triple saut? Ça va dépendre. Moi, j'avoue que j'ai toujours de bonnes relations avec les membres de l'équipe de France de triple saut et aussi avec certains autres sauteurs internationaux avec qui j'ai pu avoir des compétitions. Maintenant, c'est vrai qu'on part souvent, en tout cas en équipe de France, en stage ensemble. On essaye de pas tout dévoiler, je suis bien d'accord. L'objectif, avant tout, on est des compétiteurs, hein, faut pas se le cacher. On a envie de gagner, on a envie d'être le meilleur. Et par contre, non, moi j'aime bien parce qu'on se tire un peu à la bourre sur chaque entraînement et ça nous pousse. Moi, j'avoue que je le vois pas d'un œil négatif. De montrer ma forme sur un exercice plus que sur un autre. Et ça nous permet de nous jauger. Et puis après, le maître mot, c'est la compétition. Mais c'est vrai qu'à ce niveau-là, on est tous des compétiteurs et on a tous envie de gagner, quelles que soient les relations. Et d'ailleurs, même en dehors des relations, on a des relations qui sont plutôt très bonnes. Je n'ai pas souvenir, moi, d'avoir des relations conflictuelles avec un adversaire. Mais on a des relations très bonnes, mais ça n'empêche que sur les lignes de départ, ou en tout cas nous, au début de la piste, on est amis, mais on est surtout adversaires. Est-ce que ça aide à certains moments d'avoir des relations avec des adversaires, c'est-à-dire de partager des trucs d'entraînement, vous faites ça, ou c'est vraiment on cache plutôt on garde pour nous nos méthodes d'apprentissage ou nos secrets de performance? Est-ce qu'on les... Alors, personnellement, je n'ai pas partagé beaucoup d'informations parce que j'ai été énormément contactée par rapport au triathlon de Paris. Forcément, on m'a demandé, notamment l'américaine, m'a demandé la pression des pneus, ce que j'allais mettre sur les pavés, même si je n'ai pas communiqué que j'étais allée m'entraîner sur les pavés des Champs-Élysées. Elle m'a quand même posé la question. Pareil pour le courant de la Seine, elle voulait qu'on nage ensemble, donc elle me posait des questions sur ma manière de m'entraîner, etc. Donc à Vichy, elle a voulu qu'on fasse des séances ensemble. Donc je vais pas tout lui dire, je lui dis que oui, il y a du courant, mais voilà. Ce que tout le monde sait en fait. Non mais c'est vrai que j'ai tendance à noyer un peu le poisson, on va dire, et à pas tout partager, mais tout le monde fait ça. J'ai déjà demandé à la Canadienne ce qu'elle utilisait comme gants pour pousser le fauteuil d'athlétisme quand il y avait de l'eau et qu'il y avait plus d'adhérence. Elle m'a répondu pareil, c'était une réponse, elle a noyé le poisson. Donc non, on est plus. Alors, on a quand même. Heureusement, il y a des gars, donc on va demander plutôt aux gars dans la même catégorie qui courent avec le même matériel. Et moi, je me tourne plus souvent vers les gars avec qui je suis pas en compétition et ils sont un peu plus gentlemen et du coup, ils répondent. Et toi, Kevin, parce que vous faisiez des stages ensemble, si j'ai bien compris, donc à ce moment-là, vous parliez quand même à table? Oui, on parle à table, on rigole. Non. Alors, c'est vrai que on partage beaucoup, mais on partage quasiment tout, mais pendant 3 semaines. Mais ce qui fait la performance, c'est pas les 3 semaines, c'est l'année, c'est tout ce qui s'est passé avant le stage et c'est ce qui va se passer après le stage, avant la compétition. Et donc là, à ce moment-là, c'est quand on est seul, chez soi, le matin, ce qu'on va mettre dans notre assiette, à quelle heure on va aller se coucher. Et ça nous diffère, on diffère tous. Donc en fait, là-dessus, alors on ne communique pas là-dessus, mais justement, c'est ce qui peut faire la différence de performance. Et donc sur la partie purement athlétique, on partage quand même beaucoup de nos séances ensemble. Et là, je parle vraiment d'équipe de France. Je ne parle pas des concurrents internationaux avec qui, là, pour le coup, on n'échange pas ou peu. Ou alors, on échange après la compétition. Ce qui est super intéressant, en fait, c'est la transversalité et d'échanger avec d'autres sportifs de d'autres disciplines aussi. On en parlait avec Kevin ce matin, il a été coloc de chambre avec Kevin Mayer, avec Pascal Martino-Lagarde ou autres dans des stages d'équipe de France. Et ça peut être très intéressant de discuter aussi d'autres choses avec d'autres sportifs de d'autres disciplines, en fait, sur la préparation mentale, physique ou autre, comment on atteint un cap de performance ou un objectif. Et je pense que Mona, c'est pareil. En fait, plus on échange avec des sportifs de divers horizons, mieux c'est. Tout à l'heure, ils échangeaient tous les deux. Bon, et en fait, on trouve tout de suite des similitudes sur l'optimisation de la performance, et ça, c'est hyper intéressant. Donc, discuter avec des concurrents
En cachant un petit peu le jeu, oui, mais discuter avec d'autres sportifs de d'autres disciplines, ça c'est hyper intéressant. Ouais. Ouais, 100%. C'est vrai qu'en athlétisme, comme on disait, le triple saut, c'est une des disciplines de l'athlétisme. Et donc, on est toujours avec d'autres disciplines. Et avec eux, il n'y a pas de filtre, il n'y a rien à cacher. Il y a juste à prendre et à donner. Donc, en fait, avec toutes les autres disciplines, on échange assez librement sur la préparation. Et puis, on a un objectif souvent en temps qui est commun. Donc, ça nous permet de regarder tous ensemble dans la même direction sans se manger les uns sur les autres parce qu'on est sur des disciplines un peu différentes. Ce qui peut donner une clé, c'est oui, plutôt c'est plus facile d'échanger des choses avec des personnes qui ne sont pas pile dans notre concurrent direct, mais en tout cas, on peut s'inspirer de plein d'autres domaines différents. On arrive à la fin du temps. Du coup, avant de se quitter, je rebondis sur une question qui avait été posée, mais c'était Mona, alors les JO 2028. Mais en tout cas, plus globalement, c'est quoi vos prochains challenges à tous les deux pour la suite? Personnellement, j'ai le championnat du monde, donc l'épreuve individuelle vendredi. Normalement, pour les Jeux de 2028, il va y avoir un relais mixte qui va être mis en place. Et donc, pour la première fois, dimanche, il y aura un championnat du monde de relais mixte. Pour l'instant, la composition de l'équipe n'est pas encore faite. Il est possible que je sois dans le relais comme il est possible que j'y sois pas. Donc, j'attends un peu. Donc, soit je suis en vacances vendredi soir, soit dimanche soir. Ça va, il n'y a que 2 jours. Ensuite, pour 2028, justement, je pense que j'ai déjà répondu. Ça dépend un peu de l'aide financière que je pourrais recevoir parce que clairement c'est un budget et puis il faut le budget pour s'entraîner. Je fais un sport aussi d'extérieur, donc je pars en stage l'hiver et des stages au soleil, c'est un budget, etc. Donc là, ce qui est sûr, c'est que je repars sur une saison. En tous les cas, j'ai donc mon contrat avec l'Armée de Champions qui va jusqu'en 2026. Je pense qu'à ce moment-là, ils feront un point, je ferai un point également. Donc, dans tous les cas, je vais m'entraîner au moins je finis la saison 2025, je fais la saison 2025. Et puis, on verra en 2026 si mon contrat est reconduit ou pas. Merci. Qui répond d'ailleurs à la question autour de comment est financé le sport sur ce contrat avec l'armée, pour toi en tout cas. Kevin, tes prochains challenges, tu as peut-être plutôt entrepreneuriat du coup Oui, exactement. Moi, le challenge, je l'ai commencé au mois de juillet et j'espère se prolonger pour de nombreuses années. Mais c'est un vrai challenge parce que c'est des entreprises qui avaient besoin d'être un peu redressées. Donc c'est un vrai challenge au quotidien, trouver des solutions. Je voulais pas quelque chose de simple. Là, c'est pas le cas. Donc voilà, maintenant, faut retrousser les manches et puis tous les jours essayer d'inventer de nouvelles choses pour se développer et puis pour remonter tout ça. Bonne chance pour la suite pour vous. En tout cas, on peut les applaudir bien fort. Merci pour vos témoignages.